réussite exceptionnelle. On est en direct avec plus de 500 personnes dans le public dans un bar à Paris absolument incroyable, le Bellucci's. Merci à eux de nous accueillir pour cette... Regardez-moi comment ils sont beaux. Incroyable. C'est ça le chat, en vrai, c'est magnifique. Bienvenue à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette émission. On commence en avance, en plus on s'en fout, on fait ce qu'on veut, c'est mon émission, je fais ce que je veux. On commence à 19h pour cette émission, on va parler de politique pendant 3 heures avec les plus belles personnes du monde, mes chroniqueurs et chroniqueuses qui sont au grand complet ce soir. Applaudissez-les. Adèle, Sacha et Léa, les Totally Spies au complet, incroyable. Salut Sacha, comment tu vas? Salut Jean, ça va? Je suis terrorisée, il y a énormément de monde, c'est incroyable. Non mais c'est incroyable, il y a du monde, c'est trop cool. Mais c'est trop cool, ça fait plaisir de te voir. Bah ouais, moi aussi, je suis ravie de vous prouver aussi en vrai que Adèle et moi ne sommes pas les mêmes personnes. Oui, c'est vérifié, maintenant Internet le sait. Bruce Wayne et Batman sont 2 personnes différentes. Absolument. Merci à toi Adèle. Avec nous Léa, salut Léa. Sacha. Bon. Sacha. Si tu commences, Jean. Ça commence. Du coup, Gaspard, ça va? Merci. Merci Hugo Décrypte. Ouais, super. Ça va, Léa? Ça va, nickel. Putain, je te vois moins bien que sur le plateau d'habitude. Parce qu'il y a Usul entre nous deux. Et non, mais... puis, ouais, déjà c'est ça le problème, c'est Usul. Tiens, Usul. Je me suis toujours tenu entre vous deux. C'est vrai. Non, mais c'est cool, c'est assez inédit de se faire un live avec une bière, quoi. Mais ouais, mais carrément, et ça fait super plaisir. Et ça, c'est très très cool. Avec nous aussi, du coup, Usul, comment ça va? Oui, ça va. Ça va, toi? Oui. Et c'est vrai que d'habitude, on met l'alcool dans les tasses backseat et ça se voit pas. Et on fait semblant, ouais. Et là, on n'a pas les tasses backseat, donc c'est... voilà. Ouais, c'est l'alcool sur le plateau. Bah, qu'est-ce que je vous dise? Voilà, buvez avec modernisation, évidemment. Moi, je boirais pas. Non. Ça me réussit pas. On n'est pas ce genre de personne, évidemment. Avec nous aussi, Adèle. Salut Adèle. Salut. Salut le public. Tu vas bien, Adèle? Ça va super bien. Je me sens un peu bizarre là d'être de l'autre côté. Ouais, tu parce sais, que du coup, côté des invités. Adèle, elle est sur la place des invités. Tu veux qu'on t'interviewe pendant 1 heure? On peut, hein? Ouais, vraiment, j'apprécierais ça énormément. Eh ben merci à toi d'être là. Chers amis, ce soir au programme, nous allons parler des sujets de la semaine d'actualité politique, notamment le débat d'entre-deux tours d'hier soir. On va passer du temps à le débriefer ensemble. On va parler de l'état de la droite française, où est-ce qu'elle en est, la pauvre. Et ensuite, on aura notre invité de la semaine, Mr. Fox, qui nous fait le plaisir d'avoir accepté notre invitation. Il sera notre invité de la semaine tout à l'heure. Et en deuxième partie d'émission, nous recevrons notre invité politique cette semaine, Adrien Quatennens, coordinateur de la France Insoumise, qui a accepté notre invitation. Et on a plein de questions à lui poser, Adrien Quatennens. Vous êtes... Il y a une grosse hype Adrien Quatennens depuis quelques... Ah bah carrément, ouais. Quelques jours sur Twitter, ouais. Ouais. Et la hype, ça se passe toujours sur le plateau de Jean Massier, c'est comme ça que ça se passe, qu'est-ce que je te dise. Donc, voilà pour le programme ce soir, chers amis. Sans plus tarder, je vous propose qu'on passe au sujet de la semaine. C'est parti pour les sujets de la semaine. Gros sujet du jour, évidemment, c'est le débat d'entre-deux tours de l'élection présidentielle qui a été diffusé hier soir sur la chaîne Twitch de Jean Massier et puis sur quelques autres médias aussi. C'est un rituel le débat d'entre-deux tours de l'élection. T'as vu, j'ai placé le mot rituel, ça y est, ça s'est fait, c'est cranté. C'est un rituel de la vie politique française. Pourquoi est-ce que c'est devenu à ce point-là un moment important, le débat d'entre-deux tours? Il y en a un des trois qui est chaud pour se lancer? Moi, je suis timide, il y a trop de monde. Oh putain, vous n'allez pas commencer. Hein. Ouais, moi, je pense que je vais pas parler de la soirée. Bande d'enfoirés. Tiens, Sacha, ça tombe sur toi. Oh, allez. Non, en plus, t'as passé la soirée d'hier soir à le live tweeté. Ah ouais, c'était incroyable. Pour le Figaro. J'ai kiffé ma soirée. Ah ouais? Oh, c'était chiant. C'était chiant, tu l'as trouvé chiant? Non, c'était pas fou. C'était pas le débat du siècle pour le coup. Allez, elle l'a placé. Et pourquoi c'était pas le siècle? Comment ça aurait pu être plus intéressant? C'est le casting le problème? C'est le format? Moi, je pense que c'est le format le problème. Ah ouais. Et Jonathan Boucher-Peterson en parlait très bien, directeur de la rédaction de Libération, en parlait très bien dans le space auquel tu as participé ce matin. Il disait que plutôt que de faire un débat qui durerait 3 heures et jusqu'au bout de la nuit presque, pourquoi ne pas faire plutôt 5-6 débats avec une thématique? Et dans ce cas-là, on pourrait tout aborder. Et là, on était 5 à 7
8-10 minutes sur chaque sujet et c'était un peu frustrant. Et en plus, il y finalement. avait plein de sujets qui étaient abordés les uns à la suite des autres et ouais, on restait C'est sur ça. notre fin à la fin. Je suis d'accord avec toi. Et pour autant, tu vois, moi, je n'ai jamais été un grand fan des débats politiques à la télévision. J'ai toujours trouvé que c'était la foire d'empoigne et que c'était fake et tout. Le débat d'entre-deux tours, c'est un des rares trucs auxquels je trouve une utilité particulière démocratique. La confrontation directe. Le face-à-face, le moment où ils échangent, où ils se parlent l'un à l'autre, c'est quelque chose de rare et ça donne des moments qui sont riches d'enseignements ou pas. Est-ce que vous pensez que ça a un impact important sur le vote des gens dimanche prochain? De ce que disent les médias, non. Non, tu penses Pas pas? vraiment, non. Ça peut peut-être décider un certain nombre d'indécis ou indécises, tu vois, mais c'est dérisoire en fait. Ouais. Beaucoup de personnes ont déjà, à mon avis, fait leur choix. Après, moi, je trouve qu'en plus, franchement, on nous a resservi la soupe qu'on nous avait déjà servie il y a 5 ans, dans des protagonistes qui étaient dans des rôles à peu près identiques, c'est-à-dire une Marine Le Pen qui se fait bouffer par Macron, un Macron qui était davantage sur l'offensive cette fois-ci par rapport à 2017. Je trouve qu'en fait, c'est le seul intérêt de ce débat-là, c'est qu'on peut comparer avec ce qui s'était passé en 2017 et voir si l'un ou l'autre s'était amélioré. Mais bon, c'est vrai que l'exercice en soi n'est pas inintéressant. Je trouve que c'est bien d'avoir les shortlistés qui se rencontrent et qui ont cet échange. Après, sur le fond, effectivement, c'était pas énormément taffé, mais après, on a quand même pu remarquer à quel point Marine Le Pen était mal préparée, encore. Encore, moi j'ai trouvé. Tu penses que c'est de la mal préparation ou qu'elle était juste pas calée sur les sujets? Moi, je pense Oui, c'est ça que je veux dire. Je pense qu'elle Elle n'est pas est au calée max, sur les là. sujets. Ouais, je pense aussi qu'elle était au max de sa préparation, mais qu'elle pouvait Ouais, pas c'est aller- clair. pas faire Elle est mieux, au quoi. max de sa préparation parce que vraisemblablement, d'après ses équipes, elle se prépare depuis 5 ans, étant donné que le dernier débat, elle est quand même bien mise dedans. Donc elle a clairement taffé, mais je pense que oui, elle n'a pas les clés pour être présidentiable en fait. Bah, c'était la particularité de ce débat d'hier soir, c'est que c'était le match retour. Et c'est jamais arrivé depuis 1981, en fait. Deux candidats qui sont la même affiche pour une élection présidentielle de second tour. Et je suis d'accord avec toi, du coup, la comparaison était importante. Marine Le Pen, on sait qu'elle s'était préparée pour ce match retour. Elle l'avait dit, elle avait reconnu d'ailleurs publiquement qu'elle s'était plantée en 2017. Ouais. Hier, elle est... Ah, si, elle l'avait dit, elle Oui, l'avait reconnu. oui, mais en euphémisant aussi à sa façon. Elle a dit que. Alors, j'ai lu un papier qui racontait aussi comment ça avait été difficile dans l'après-débat de lui dire que c'était pas passé en fait. Ah ouais. Bah, tu sais, tu ressors d'un truc, d'une baston comme ça de 2h30. Tu peux t'être dit j'ai fait le boulot et de fait elle y était allée, il faut les faire les 2h30. Non, mais face sur à le Macron. moment, oui, tu retournes dans ta loge, il y a ton équipe, ils te Tu disent tentes- t'as été formidable. Tu Mais- tentes quelques effets. Tes effets, tu vois après s'ils ont marché ou pas marché. Bon, il a fallu lui dire que ça n'avait pas marché. Et elle a dit derrière, bon, peut-être que j'avais été un peu trop dans l'agression et que en fait les Français voulaient entendre mon projet et que du coup la prochaine fois, bon bah là, ce qu'elle a fait, elle a été moins dans l'agression et un peu plus calme, un peu moins dans la provocation. Non, Monsieur Macron, nous savons déjà que vous, non, un peu plus dans, voilà. D'ailleurs, c'était l'autre qui était plutôt agressif. Ouais. Mais ce qui compte, au-delà de est-ce que ça va décider des gens à voter au dernier instant pour l'un ou pour l'autre, ce qui peut avoir un effet sans doute mais marginal sur le scrutin. Par contre, c'est vrai qu'on a bien vu que ce dernier débat, celui d'avant, avait durablement inscrit Marine Le Pen au rang des grosses nulles. Mais vraiment durablement, c'est-à-dire que ça lui a collé ça lui a collé jusqu'à maintenant. On peut rater un débat et ça peut avoir un impact considérable. De la même manière que je repense au débat de 95. Il était chiant à mourir, celui-là, c'était Chirac-Jospin. Voilà, et c'était ce débat-là. Il y a même des images qui existent d'avant le débat. Oui. Ouais. Où Chirac, c'est très connu, où Chirac et Jospin s'expliquent et disent on va y aller mollo. Oui, on va y aller mollo. exactement, ouais. Les Français n'attendent pas qu'on se saute à la gorge. Non, ça fait juste plaisir aux militants. Ça, on va pas le faire. On va rester calme, etc. Et mine de rien, si cette impression qui s'est transmise aussi dans ce débat, elle a aussi laissé quelque chose dans la société française. Et c'est grâce à aussi des trucs comme ça que derrière le RN a pu arriver et dire l'UMPS. Ce genre de voilà. Donc mine de rien, c'est quand même un instantané intéressant du degré de conflictualité, du degré de force, des forces en présence, de préparation ou pas à l'exercice du pouvoir. Non, c'est pas inintéressant à regarder et ça va laisser des traces au-delà de ce qui s'est passé, si les gens vont voter ou pas pour l'un ou l'autre, en sachant qu'on a vu, selon les enquêtes d'opinion, que la majorité des gens ont de toute façon déjà une bonne idée pour qui ils vont voter. Voilà, si tu as décidé de voter Le Pen, c'est pas parce que Macron a été particulièrement techno et brillant ce soir-là que tu vas dire « Ah non, finalement ». Ça peut aider à s'abstenir éventuellement.
Voilà, ça c'est là-dessus que comptait Le Pen. Ouais, si tu le trouves un peu trop arrogant ou condescendant, tu peux décider de ne pas aller voter. Donc en même temps, et toi, du coup, tu l'as trouvé comment? Parce que c'est vrai qu'on a vu Macron à l'offensive hier soir, ce qui moi m'a surpris. Toi, tu en as pensé c'est quoi? vrai, effectivement, il était à l'offensive. Je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que Marine Le Pen n'était pas bonne du tout. Je trouve qu'au contraire, elle s'est améliorée, qu'il y a même eu plusieurs fois où elle a rembarré, où elle a fait des déclarations, notamment quand il l'a embarqué sur le sujet de la Russie. C'était peut-être pas très malin de sa part, j'ai trouvé. Elle a mal réagi. Super mal réagi, ouais. Ouais, mais elle a réussi à sortir quand même que... Son tweet en papier, là Non, pas le tweet en papier. Non, mais que les banques lui avaient pas prêté d'argent, qu'elle avait été la victime, etc. Et ça, mine de rien, je pense... Enfin, peut-être que nous, on n'est peut-être pas sensibles à ça, mais je pense que ça s'entend, en fait. Et puis, elle s'est pas rabaissée, surtout à évoquer l'affaire McKinsey directement à ce moment-là. Elle l'a évoqué un peu plus tard. Elle aurait pu se rabaisser à lui dire, tiens, toi aussi, tu as des affaires, prends ça dans la tronche. Mais d'ailleurs, c'est presque lui qui s'est abaissé quand elle l'a mentionné, l'affaire McKinsey, beaucoup plus tard. Ça y est. Je l'attendais. Et ça, c'était pas très malin non plus. Donc en fait, il y avait vraiment. C'est assez rigolo si vous regardez les images. C'est vrai que lui, je sais pas comment il a été coaché, mais on lui a dit genre. Et c'était vraiment chelou, le nombre d'expressions du visage que je... Enfin, il en a beaucoup, mais là, vraiment, il a beaucoup insisté. Et elle en avait qu'une, c'était le sourcil froncé. C'était vraiment intéressant. Donc, je ne sais pas s'ils essayaient de passer un message comme ça, mais c'était intéressant. Mais sur le format, en revanche, je suis d'accord qu'il faudrait peut-être bouger les choses parce que 5 minutes chacun sur l'écologie, ensuite on embarque tout en même temps et on parle du septennat, de la proportionnelle et je sais plus quoi. C'est les sujets constitutionnels qui n'ont rien à voir, mais vas-y, on en parle en même temps. Ça ne permet pas d'aller au fond du sujet. De temps en temps, je les ai trouvés aussi un peu techno. Je sais pas, le Bureau international du travail, le machin. Ils n'arrêtaient pas d'utiliser des acronymes. Justement, sur le Bureau international du travail, ils n'ont pas utilisé l'acronyme. Non, là, ils l'ont. C'est le seul moment où j'ai pas eu besoin de commenter. Du coup, j'étais content. Moi, ils ont fait mon boulot à ma place. Je suis très content. Et c'est pour ça que je ne le disais pas, Usul. Quand elle parle de son référendum sur l'immigration et qu'elle évoque l'article 11 et tout, je suis pas sûre que beaucoup de Français. Je sais pas sûr que ça parle à tout le monde en fait, l'article 11 de la Constitution, etc. Donc effectivement, il y a eu des moments un peu techno, un peu chiants. Et ce que j'ai pas compris, moi, c'est quoi le rôle des journalistes dans le débat? Moi, pour le coup, je trouve... peut-être, mais alors moi, du coup, je l'ai tweeté ce matin en disant que pour moi, les journalistes d'un débat d'entre-deux tours de l'élection présidentielle, ils ont été hier soir dans leur rôle, c'est-à-dire qu'ils doivent s'effacer devant un événement politique qui est en train de se dérouler sous leurs yeux. Ils ne sont pas là pour le commenter, ils ne sont pas là pour faire des relances, ils sont là pour veiller au respect du temps de parole, veiller à éviter la cacophonie parfois et lancer les sujets. Du reste, ils doivent rester en retrait. Pour moi, c'est la seule émission dans laquelle ça se justifie parfaitement. Mais c'est mon point de vue et on ne peut pas être d'accord. J'aurais eu du mal à imaginer des journalistes qui interviennent, qui coupent, qui reprennent, qui relancent. Je sais pas. Toi, t'en penses quoi, Sacha? Moi, je dirais que c'est pas tant intervenir, couper, c'est plutôt poser des questions sur la véracité des propos qui ont été tenus. C'est-à-dire, par exemple, voilà, exactement. Soit faire du fact-checking, soit dire non, vous aviez dit ça en 2018, c'est pas vrai. Des trucs comme ça, tu vois. Ça, c'est à l'autre de le faire, c'est un duel. D'ailleurs, Salamé l'a dit en tout début d'émission. Vous êtes responsable des propos que vous tenez et l'autre pourra répondre. Mais dans ce cas-là, on prend des animateurs, entre guillemets, on prend pas des journalistes. Oui, non, je suis d'accord. On ne redite pas Sophie Lapix, en fait. Et en plus, ça sert à rien de virer à Sophie Lapix, ça je suis assez d'accord. Mais vous pensez que Marine Le Pen, elle a essayé de ne pas refaire l'erreur de 2017, justement, l'agressivité qui lui avait été reprochée, le côté très présidentiel qui était attendu de sa posture. Hier soir, j'ai l'impression qu'elle a essayé. Je suis assez d'accord avec Usul pour dire qu'elle y est toujours pas, mais aussi pour des raisons d'ordre de personnalité politique. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron est un techno, c'est-à-dire que c'est un homme sur les dossiers. Il est bon parce qu'il les connaît, parce qu'il est président de la République en exercice, parce que par le passé il a été ministre, il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée, c'est quand même des postes importants. C'est un homme qui est dans la technicité des dossiers, il sait comment ça marche l'économie, même si cette phrase ne veut pas dire grand-chose, il sait comment ça marche le système de protection sociale, donc il est beaucoup plus à l'aise quand on parle de pourcents, de décotes, d'annuités, etc., d'inflation. Il est plus à l'aise d'une Marine Le Pen qui elle, est une personnalité politique qui est beaucoup plus dans la contestation, le verbe, l'opposition, la revendication, parfois aussi l'humain. Et j'ai senti hier soir qu'elle a essayé de jouer à ce jeu-là, du côté moi je sais comment les gens vivent les choses. Vous, dans votre tour d'ivoire à Paris, vous n'y comprenez rien. Et bon, j'ai l'impression qu'elle n'a pas réussi, mais pour autant, ça n'explique pas l'absence d'agressivité du côté de Marine Le Pen. Moi, ce qui m'a le plus choqué quand même dans ce débat d'entre-deux tours,
c'est que Marine Le Pen est devenue vraiment une candidate comme une autre, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'en 2002, Jacques Chirac avait refusé le débat face à Jean-Marie Le Pen en disant que ce n'était pas possible de discuter et de débattre avec l'extrême droite. En 2017, le débat a eu lieu. En 2022, il a à nouveau lieu. Le mot extrême droite n'est même pas prononcé. On ne vient pas la chercher sur les sujets véritablement problématiques. On sent qu'Emmanuel Macron ne veut pas fâcher l'électorat de Marine Le Pen. Peut-être ne pas non plus donner un côté trop méprisant. Il l'est avec elle, mais il essaie tout de même voilà, il ne revient pas sur le fond, en fait, les problématiques réelles que pose son programme, qui est un programme excluant, qui est un programme raciste et qui est tout sauf démocratique. Enfin, moi, c'est là-dessus que j'aurais aimé entendre le président de la République. Enfin, c'est là-dessus qu'il aurait pu dire, moi, je suis quand même le garant, en fait. T'aurais voulu qu'il soit encore plus, du coup, dans la diabolisation. Il a été un petit peu à la fin, je trouve. Pas suffisamment à mon goût. Non, je suis d'accord, pas assez. Mais c'est quand même Marine Le Pen qui a dit, on ne va pas parler 10 minutes du voile. Ouais, alors d'ailleurs c'était le paradoxe parce qu'il y a deux sujets sur lesquels Marine Le Pen pouvait être relativement à l'aise. Le pouvoir d'achat qui a été son thème de campagne privilégié pendant cette campagne-là et le thème du voile qui est un thème important, etc. Et pourtant, je suis d'accord avec toi, c'est deux sujets sur lesquels elle n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi à briller. Elle a sorti sa litanie sur le voile et je trouve qu'Emmanuel Macron a réussi à souligner le caractère inentendable de ce qu'elle était en train de défendre avec sa litanie en disant mais vous vous rendez compte, vous parlez d'immigration, de terrorisme pour arriver sur la question. On parle de la laïcité et on arrive sur le voile en passant par le terrorisme. Cette démonstration-là d'Emmanuel Macron, elle était intéressante parce qu'il disait ce qu'il fallait lui dire, je suppose, à ce moment-là. Ou quand on passe de l'étranger au dom-tom. Ah oui, ça c'est vrai. Voilà. Non, mais oui, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait des débats, des grands débats de l'entre-deux tours qui ont eu lieu. Peut-être que celui qui n'a pas eu lieu, justement, est peut-être un des plus intéressants aujourd'hui à regarder. Comment ça se fait qu'en 2002, ce débat n'a pas lieu? Parce que Chirac dit non, il y a une limite. La limite, c'est qu'on ne parle pas avec l'extrême droite qui est l'adversaire historique du régime dans lequel nous vivons, la République, la démocratie, avec ce que ça suppose de pluralisme, de liberté de la presse, etc. Et là, maintenant, Macron, qui a choisi son adversaire de confort, Marine Le Pen, qui l'a entretenu. Je veux dire, il y a beaucoup de papiers qui en parlent. Ce duel-là a été entretenu depuis des années. Macron le souhaitait. Il le souhaitait comme un duel qu'il savait pouvoir remporter haut la main, comme il l'a fait hier soir, finalement, assez facilement. Il est arrivé avec sa maîtrise des dossiers, avec sa culture aussi, d'énarque, qu'a fait, je sais plus, l'inspection des finances, la Cour des comptes, je sais plus. Bref, le mec qui est technique. Et il savait bien qu'en face, une Le Pen, s'il l'amenait sur ces terrains-là, d'ailleurs ça s'est vu dès les tout premiers moments, quand elle parle d'augmentation des salaires de 10%, et qu'il lui dit « Ah oui, et vous allez forcer les patrons à augmenter les salaires. Ah oui ». Et elle qui fait « Non, mais parce que si on fait ça… Vous êtes venus pour des imitations, on est d'accord. Ils ont payé, qu'ils en aient pour leur pognon, quoi. Bon. Et bref, et où finalement, elle est obligée de dire, bah non, on va pas forcer les patrons à augmenter les salaires. Et l'autre fait donc, du coup, vous avez menti. Et c'est ce qui est un peu vrai. Bon, c'est de l'esbrouf, il arrive de temps en temps à montrer l'esbrouf, mais en effet, comme l'a dit Léa, à aucun moment on rappelle que cette famille politique, alors ce qu'il a quand même essayé de faire timidement de temps en temps, sur De Gaulle notamment, parce qu'il est tiraillé, mine de rien, parce que ça, c'était Le Monde qui a raconté ça hier. Il avait démarré la campagne en se disant non, moi je veux un vote d'adhésion, on va y aller projet contre projet, donc si je suis élu, on ne pourra pas dire que c'est grâce au barrage républicain parce que j'ai jamais promis de barrage républicain, vous votez pour moi pour mon projet, c'est sa fameuse truc, projet contre projet, donc ce soir au débat, nous serons deux candidats à égalité avec des projets, quoi. Et puis finalement, vu que mine de rien, son arrogance, son début de campagne d'entre-deux tours, c'est pas excessivement bien passé, du coup il est reparti sur, faut quand même rappeler qui c'est la famille de Le Pen, et il l'a refait un petit peu, mais timidement, et sans dire les vrais mots, c'est-à-dire que est-ce qu'on est proche ou non d'un changement de régime si Marine Le Pen arrive au pouvoir? Et il a essayé de lui dire attendez, si vous changez les règles, c'est pas exactement les bonnes manières de faire dans la Constitution. C'était sa conclusion, effectivement. Voilà. Il disait clairement, on n'est pas projet contre projet, mais on est vision contre vision, et de toute évidence, on n'est pas d'accord. Mais je vous respecte. Mais je vous respecte quand même, et ils se sont salués, ils se sont serrés la main à la fin. Et vous vieillissez beaucoup moins que moi. Ouais, ça se voit pas. Oh là là. Ah ouais, c'est coquetterie là à la fin. Là. Non, je sais pas, Adèle, t'en as pensé quoi? Si on est dans un objectif de dédiabolisation, clairement, là c'était plutôt sympa, ce petit moment de connivence qui a été quand même le seul moment où ils étaient d'accord sur quelque chose. C'est cette fois-ci, on a été disciplinés. Ce que je trouve un petit peu chelou à ce niveau-là, de dire vous avez vu, on a été disciplinés, on a quand même bien obéi aux journalistes et au timing. Je sais pas, je trouve ça un peu tristoun. Ce que je pense, moi, c'est qu'en fait, ça ne va rien changer effectivement au vote parce que je suis convaincue
que les gens qui votaient déjà Marine Le Pen ont été très contents de sa prestation hier. Bien sûr. Et que du coup, ceux qui ne sont pas intéressés par Marine Le Pen vont trouver que finalement Emmanuel Macron l'a quand même bien défoncé. Et donc, il ne s'est rien passé concrètement. Je suis un peu déçue. Non, je suis d'accord avec toi. Mais de toute façon, on le sait très bien, les militants et les adhérents au projet et aux idées sont toujours satisfaits de leur candidat à la sortie de n'importe quel plateau d'émission. Oh, c'était vachement bien, c'était super, etc. Parfois avec des nuances. non, Il y a 5 ans, 2017, non. Ouais, 2017, ça a été plus compliqué et c'est pour ça qu'elle a. Oui. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Mais pour autant, t'as dit, il y a un moment, ils sont tombés d'accord. Un peu comme les militants de Zemmour dans le débat Pécresse, après ils faisaient la gueule. Hein. Ouais, ils tiraient la tronche. Non, c'est vrai, t'as raison. Ouais, ça t'as arrive raison. d'être déçu par son champion. Zemmour, on en mais parlera, je justement, pense, c'est dans pour un ça. prochain backseat parce que ça a été un effondrement assez C'était intéressant. intéressant de distinguer militants et électeurs et électrices, en fait. Parce que c'est pas du tout le même rapport. Les militants vont être déçus d'une prestation pas très remarquable, alors que les électrices et les électeurs, je pense qu'aux F, quoi. À mon avis, ils vont voter quoi qu'il, quoi. Ils pencheront peut-être pour le champion du débat, du coup. C'est la question que je me pose. Honnêtement, j'en sais rien. Je suis pas sûr que. Je suis d'accord avec Usul. Je suis pas sûr que ça change radicalement des votes. En revanche, ça peut confirmer des opinions qu'on avait déjà avant, ou ça peut faire douter un peu. Et puis ça rentre dans la balance et ensuite chacun fait ce qu'il veut. Ouais, il y a quand même eu un moment dans le débat où ils sont tombés d'accord. Ça, c'était assez surprenant. C'est sur l'Ukraine. Marine Le Pen savait que c'était un angle d'attaque assez impressionnant qu'elle allait se prendre dans la gueule, et elle a commencé par donner littéralement un satisfecit à Emmanuel Macron en disant vous avez eu raison au nom de la France de défendre cette position, etc. C'était un énorme backdash de la part de Marine Le Pen. C'est là qu'elle a ressorti son tweet minable pour dire regardez, en 2014 je le disais. Le problème c'est qu'elle l'a sorti après l'argumentaire de Macron qui disait mais en fait c'est votre banquier Poutine. Oui mais j'ai tweeté, alors c'est bon. Donc tu vois ça faisait ridicule. Oui, et puis tous ces députés à l'Union européenne qui n'ont pas voté pour donner de l'argent à l'Ukraine, il lui a ressorti dans la tranche directe. Ouais, et puis de reconnaître l'élection aussi, Voilà, de la Crimée quand même. Ouais, et d'obtenir un prêt dans la foulée. Mais c'était quand même, enfin voilà, je pense qu'un changement. Enfin, est-ce que c'est un changement d'avis de la part de Marine Le Pen? C'est le fait d'assumer une difficulté aussi crasse comme ça sur un plateau. Je pense que c'est un moment qui l'a mise en grande difficulté. Ça se sentait que là qu'Emmanuel Macron, il était très tranquille, les muscles du dos détendus, pendant qu'elle était morte de trouille. Et en même temps, l'électorat de Marine Le Pen vote pas pour elle pour ses positions internationales. C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est une petite concession et à la limite on s'en fout, et à la limite les gens comme Thierry Mariani ou les gens les plus proches du RN qui ont des liens avec la Russie, des liens avérés, des sympathies mais aussi des liens concrets, économiques parfois aussi avec la Russie, ceux-là ils se sont fait discrets depuis quelques semaines, depuis le début de la guerre. Ah bah on les entend plus, ouais, Mariani il est disparu. Hein. On les entend plus, ils sont de toute façon mis en off parce que bon bah voilà, c'est pas le moment de les sortir, et donc elle-même, bon voilà, c'est une concession de bonne grâce de toute façon, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour batailler pour Poutine, on lâche ça. De toute façon, notre électorat s'en fout qu'on lâche ça, donc on lâche ça. Oui, c'est clair. Ouais, c'est vrai, non, je suis d'accord, ça coûte pas très cher, et là tu peux faire effectivement des saltos arrière sur des sujets comme celui-là. Et sur le sujet sur le voile, là aussi c'était intéressant, parce qu'on l'a vu dans le débat d'entre-deux tours, se rendre compte qu'elle aussi elle avait besoin de voix de gens modérés, qui apprécient peu ces positions très extrême droite d'interdiction du voile dans l'espace public. Il y a eu cette fameuse rencontre avec une vieille dame qui lui a dit mais moi je porte le voile pour des raisons personnelles, familiales, vous n'allez pas m'arracher mon voile, le côté vieille dame. D'ailleurs ils ont parlé de Latifa Ibn Ziatem hier soir, une vieille dame parfaitement respectée, respectable, la mère d'un homme qui a été assassiné par Mohamed Merah, tu peux pas lui retirer son voile, c'est ignoble. Et Marine Le Pen, du coup, dans l'entre-deux tours, a semblé montrer qu'elle était prête à faire preuve d'ouverture et tout. Et puis hier soir, au débat, elle a dit non, je l'interdirai dans l'espace public. Et voilà, et là, pour le coup, elle était dans la défense d'un truc qu'elle sait très impopulaire, quoi. Autre chose que je voulais rajouter quand même sur ce débat. Pour son électorat, pardon. Pas impopulaire pour son électorat. Donc Pas impopulaire pour son électorat, mais impopulaire pour les personnes à qui elle a besoin d'aller choper des voix, quoi, dans l'entre-deux. Elle n'a pas énormément de réserve de voix. Hein. Bah non, clairement pas. Contrairement à Macron. Mais ce qui me semble important de souligner aussi par rapport à ce débat, c'est qu'il y avait quand même une grande partie des électrices et des électeurs qui vont aller voter dimanche, qui s'en foutent en fait. Enfin, pas qui s'en foutent, mais qui attendaient rien de ce débat, parce qu'une grande partie va faire barrage. Une grande partie n'a pas sur ce plateau son candidat ou sa candidate qu'il souhaitait avoir au deuxième tour. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont regardé ça avec pas mal de distance et pour qui ça n'avait pas vraiment d'impact. Donc bon, c'était un exercice politique pas inintéressant. Je trouve ça bien que nous, on les regardait et qu'on en discute aujourd'hui, naturellement, mais je suis pas certaine que ça va fondamentalement changer la donne. Non, ça changera pas la donne, et je suis d'accord avec toi, il y a aussi probablement beaucoup de gens qui l'ont regardé comme une forme de show.
Ouais, tout à fait. On attend la punchline. Comme Sardoche, quoi. Oui, c'est ça, et c'est pas pour rien que Sardoche était le premier sur Twitch hier soir. Il y a quand même beaucoup de gens, si tu veux, les analyses de Jean Massier, c'est sympa 5 minutes, mais en vrai, là, on veut voir du clash et ça va être marrant et on va rigoler, etc. Donc je comprends aussi que du coup, mais c'est aussi cette politique spectacle qui dégoûte, je pense, beaucoup les gens et qui les désintéresse fondamentalement. Et après, je suis d'accord avec ce que tu disais, Adèle, sur. C'est pas suffisant un seul débat comme ça. Regardez le climat, on a parlé du climat à un moment, c'est bien, on s'aurait cru sur Twitch, c'était sympa, ils ont parlé climat. Au bout d'une heure 36. Au bout d'une heure 36, ça a duré très peu de temps, c'était extrêmement flou de part et d'autre. Oui. Ouais. Même si, là encore, Emmanuel Macron, il avait des angles d'attaque, mais j'ai l'impression que c'est tellement facile d'avoir des angles d'attaque sur Marine Le Pen. Il dit, vous voulez démanteler toutes les éoliennes qui sont déjà posées, ça, Ouais, c'était pas mal ça. 120 000 balles par éolienne, c'est complètement débile, le tout nucléaire n'est pas une solution et tout. C'est un moment où ils ont été assez techno aussi, parler d'agrivoltaïsme, etc. Enfin, c'était pas d'une clarté, j'ai trouvé non plus dingue à ce moment-là, c'est dommage. Ouais, mais tu vois, quand il l'a défoncé sur les éoliennes, moi j'étais là, j'avais des sentiments très mêlés. Qui était, ouais, vas-y, défonce-la, mon champion. Puis après, je fais, mais c'est pas mon champion. Du tout. C'est le mec qui a fait monter l'extrême droite aussi pendant des années. Et ça, pareil, tu peux pas le voir dans ce genre de débat, mais il y a des polémiques qu'il a installées délibérément dans l'espace public à un moment qui était, voilà, il a remis l'identitaire aussi au goût du jour dans un camp qui est le camp des libéraux centristes, normalement, où c'est pas leur premier truc qui leur vient à l'esprit, quoi. Ouais. Et il a réutilisé ça, il est coupable de ce second tour, de la médiocrité de ce débat. Et oui, en effet, il y a plein de gens qui auraient aimé que ce soit quelqu'un d'autre. Mais d'ailleurs, sur la partie, le lien entre immigration et terrorisme, lui, il avait un peu flirté avec ça à un moment donné. Sur la loi séparatisme, il en était pas loin. Et le nombre de sorties qu'il avait faites en faisant le lien quand il était à la frontière italienne, etc., qui était vraiment border, je veux dire, franchement, moi j'étais là. Je me méfie quand même. Sur ce sujet-là, c'est ouais, et puis je me méfie vraiment de la sincérité. D'Emmanuel Macron de manière générale. C'est terrible, tu fais monter Marine Le Pen pour après être celui qui va faire barrage, mais tu vois bien que ton barrage, si c'est un barrage absolu, alors pourquoi tu as utilisé les mêmes idées que lui on peut pas te le reprocher, enfin on peut te le reprocher, mais non, pas si tu... Enfin c'est une anguille en permanence, et en vrai, je concluais l'épisode d'OLG de lundi sur on s'est bien fait niquer. En vrai, on s'est magnifiquement fait niquer. Il est super fort. Tout s'est déroulé, mais comme sur des roulettes pour lui. C'est vraiment, moi je dis chapeau, un tel niveau. Ouais, attendons dimanche quand même. On verra, non mais on verra. Après, bien sûr, et je vais aller voter pour lui, c'est pour ça que je dis il est fort. Clipper ce moment. Clipper ce moment. Il a déjà dit. Je l'ai déjà dit que je vais voter pour lui, bon. Mais balèze quoi. Il y a aussi la question d'une campagne d'entre-deux tours, c'est toujours ce moment bizarre où les candidats dégainent des nouvelles propositions sorties nulle part pour amadouer leur projet et essayer de séduire des voix de personnes modérées qui sont pas pour eux au premier tour. Emmanuel Macron, sur les retraites, il est toujours sur un âge de 65 ans, il a juste dégainé une clause de revoyure, ce qui est un truc turbo techno que personne ne comprend. C'est juste en fait on va voter la loi, ça va rentrer en vigueur petit à petit à 4 mois par an pendant X années jusqu'en 2031, on sera à 65 ans avec une clause de revoyure, on discutera avec les syndicats plus tard. Mais en fait plus tard une fois que la loi sera déjà votée. Et donc ça typiquement c'est le genre de truc, je me demande à qui ça parle ce truc là. C'est comme les 6 000 euros de primes, enfin défiscalisation de primes pour aider au pouvoir d'achat jusqu'à hauteur de 6 000 euros. Pareil, je suis pas sûr que les primes soient quelque chose qui fonctionne énormément pour parler aux gens. Enfin, j'ai vraiment du mal à lire. Pareil sur le climat, je vais nommer un Premier ministre qui aura en charge le sujet du climat. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Un Premier ministre qui est en charge de tous les dossiers. Le Premier ministre actuel, c'est parce qu'il l'a pas dans son portefeuille, qu'il s'en occupe pas et qu'il prend des jets pour aller voter. Parce que si c'était écrit, il serait mais non, mais je peux pas faire ça. Je suis ministre également du climat. C'est absurde. Non, je sais pas, toi t'en penses quoi Adèle de ces propositions d'entre-deux tours dégainées par Emmanuel Macron et ou Marine Le Pen? Tu penses que ça peut séduire des gens? Tu penses que ça aussi ça peut aider? Non, je trouve que ça fait un petit peu effectivement des actes un peu désespérés, quoi, d'essayer de... Je sais pas comment on dit là, mais... Raqueter. Non, pas raqueter, mais avec un râteau. Racler le bidet. Racler avec un... Bon. Mais c'est ce qu'on se disait la semaine dernière. On a l'impression que Macron a commencé sa campagne après le premier tour, en fait. Oui. C'est en 2017, il l'avait commencé après son élection. Son discours, le lancement de sa campagne, le discours de lancement de sa campagne, c'était dimanche 10 avril. Oui, c'est ça, soir du premier tour. Effectivement, écoute, on verra bien ce qui va se passer dimanche. Il a un bilan quand même. Enfin, je veux dire, c'est pour ça, il est quand même là depuis 5 ans. Je veux dire, le mec. C'est marrant,
C'est déjà l'analyse qu'on avait faite sur le plateau de Backseat, sur le fait qu'il a réussi à progresser en nombre de voix après 5 ans de mandat difficile. C'est ça la plus grosse des performances. Et à faire progresser le RN. Et un bilan sur lequel Marine Le Pen n'a pas du tout attaqué. C'est ça ce que je veux dire. Hier, on n'a quasiment pas parlé de 600 milliards de dettes, et encore le chiffre était ultra flou, elle n'a rien précisé. Ah, mais il l'a assumé direct, c'est la dette Covid, c'est quoi qu'il en coûte. Ouais, qu'est-ce que vous auriez fait ? Et les Français l'ont soutenu, donc qu'est-ce que vous auriez fait ? À partir du moment où elle dit non, c'est sans la dette Covid et qu'il fait si, c'est avec la dette Covid. Enfin, je veux dire, effectivement, si les journalistes sont là pour gérer le timing, on est là. Personne n'est là pour vérifier. Ok, next sujet. Heureusement que j'étais là. Alors, next sujet, puisque t'en parles, merci beaucoup Adèle. Autre sujet de la semaine dont on voulait discuter, l'état de la droite. Parce que la droite, elle est dans un sale état, la droite. On a vu une Valérie Pécresse qui a dit le soir du premier tour qu'elle voterait pour Emmanuel Macron au second tour pour faire barrage à Marine Le Pen à titre personnel. Sous-entendu, c'est pas une consigne de vote, mais enfin quand même. Et le lendemain matin, le bureau politique des Républicains qui décide de ne pas appeler à voter Emmanuel Macron. Et on sait que ça crée des dissensions absolument énormes. Dans la foulée, on a vu des photos du bureau politique d'Éric Zemmour où ils sont tous souriants, ils commencent à travailler derrière pour essayer de faire un truc. Des appels de Guillaume Pelletier, de Marion Maréchal Le Pen, de Nicolas Bay à créer un nouveau parti de la droite, etc. Est-ce qu'on est en train d'assister à la fin des Républicains qui, faute d'espace politique, vont crever entre un Emmanuel Macron d'un côté et Marine Le Pen de l'autre? Finito. Finito, les LR, Usul? Oui, probablement finito. Oui, là, on se dirige vers tous les députés sortants, parce que bon, les législatives sont quand même un moment très important pour, on l'a dit, pour le financement des partis évidemment, mais même pour le jauger véritablement. On dit que c'est les présidentielles pour jauger le poids politique, on avait dit ça lors de la dernière émission, c'est beaucoup plus les législatives en vrai. La législative sur le temps long, mais dans l'espace politique national, ça reste quand même la présidentielle. Mais les législatives sur le temps long, c'est ça qui va déterminer le quinquennat. Et c'est vrai qu'on a vu en 2017 des choses étonnantes. Les Républicains qui sont quand même bien maintenus aux législatives parce qu'ils étaient déjà dans l'opposition à Hollande. Mais là, ils vont moins bien se maintenir. Hein. Et là, ils vont probablement moins bien se maintenir. Les rats quittent le navire, vont quitter le navire. Pour l'instant, ils sont dans une position un peu attentiste. Ils savent pas trop. Il y a Sarkozy qui leur a proposé, qui leur a tendu une main. Merde, j'avais mis un extrait de côté dans mon journal que j'avais stabiloté. Et il est en bas, mon journal. Bon, c'est pas grave. C'est con. Et Renaud Muselier, en gros, c'était un extrait qui disait Renaud Muselier qui parlait donc Renaud Muselier qui est un transfuge qui vient de LR, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et qui est maintenant président de la région PACA, mais de Macron, qui parlait avec les autres de LR en leur disant écoutez les gars, vous avez fait une opposition à Macron alors que le mec concrètement, il a nommé un Premier ministre de droite, il fait que des trucs que la droite pourrait faire. En fait, votre parti, là, votre position, elle fait pas sens. Donc c'est le moment, à la limite, de tendre la main. Et il a raison, Renaud Muselier. Ça sert à quoi de maintenir LR pour maintenir LR? Vous avez un espace politique, vous n'avez pas de place dedans parce qu'il est pris. Donc vous avez juste un parti, là, un vieux parti avec, pas si vieux que ça parce que ça. Ils sont vieux. Ils le rebrandent, ils changent de nom à chaque fois qu'il y a trop d'affaires. Donc bon, c'est vrai. Ils changent tous de nom les partis assez régulièrement. La méta évolue. Le PCF. Regarde le PCF un siècle. Le parti de gauche, tout ça, ça a changé de nom un peu. Le Parti socialiste, c'est resté le Parti socialiste depuis les années 70. Il a été évoqué à un moment la proposition de le changer le nom quand même. Du PS. Ouais, du PS. Cambadélis a proposé ça récemment. Cambadélis qui a proposé la dissolution du PS. L'autodissolution. J'aimerais bien savoir comment ça fonctionne. Alors, je sais pas, mais je veux voir ça. Qui ont décidé. C'est pas vous. Mais non, est-ce que celui qui a mis le dernier clou sur le cercueil des Républicains, c'est pas Nicolas Sarkozy? Bah si. Parce que Nicolas Sarkozy, sa prise de position, c'est pas juste voter Macron pour faire barrage de Le Pen. C'est un ralliement en race campagne en disant dans le monde dans lequel on vit, il va y avoir des décisions à prendre. Il s'agit de faire confiance à un homme qui a montré son expérience dans les crises internationales, sous-entendu en miroir avec moi, Emmanuel Macron. Enfin, il y a un adoubement d'Emmanuel Macron entre les deux tours de la présidentielle par Nicolas Sarkozy, qui je pense a fini de tuer les Républicains. Finito. Et en même temps, je dis tuer les Républicains, mais il faut faire attention parce que les Républicains, c'est comme le Parti socialiste, c'est un parti qui a une très très forte assise locale que n'a pas la République en marche. Et c'est pour ça qu'il y a un petit malin dans l'histoire qui a tout compris, c'est Édouard Philippe. Voilà, Édouard Philippe qui veut séduire les maires. Il a ripoline. Il ripoline la façade. Édouard Philippe, il séduit les maires parce qu'il sait très très bien que les Républicains ont beaucoup de... Non. Aussi, je pense qu'il séduit aussi les darons. C'est vrai. Il séduit les darons aussi, mais elles sont moins élues que ces messieurs élus locaux des Républicains. Édouard Philippe qui, à mon avis, va consolider son aura au sein même de la majorité. Ouais.
Oui, forcément, mais c'était Léa. prévu, hein, de toute façon, enfin, c'était plus ou C'était moins le but. écrit, hein, dans tous les cas, depuis un bail. Moi, il y a un truc qui m'a intéressé, là, j'ai trouvé un article dans le JDD qui parle de l'électorat, en fait, de droite. Alors, Parce que c'est intéressant de voir, bien sûr, où sont passés les poids lourds de la droite, qui vont, qui chez Zemmour, qui chez Macron, qui suivent, etc. Mais c'est assez intéressant de voir qu'il y a quand même 20%, et c'est quand même pas dérisoire, des électeurs de Fillon en 2017 qui ont voté Marine Le Pen cette année. C'est-à-dire qu'il y a quand même... attends, redis ça. 20% des électeurs de Fillon de 2017 ont voté Marine Le Pen cette année. Et Ouais. pardon, C'est mais c'est quoi énorme. comme c'est une sorte de sondage, enfin, C'est une enquête, C'est une enquête dans le JDD, enfin, je pense Sur les qu'ils reports ont- de voix sur 5 ans, relativement solide, à mon avis. Je trouve ça quand même assez intéressant de voir que finalement, c'est surtout une fuite en avant de l'électorat populaire, en quelque sorte, de la droite vers Marine Le Pen, tandis que l'électorat plus aisé, enfin même très aisé, on voit quand même que Zemmour, lui, a fait près de 17% dans le 16e à Paris, ce qui est pas rien, je crois que c'est son record, de voir comment, et finalement, beaucoup d'électeurs de LR et de l'UDI aussi ne se sont pas retrouvés dans Valérie Pécresse, ne se sont pas forcément retrouvés dans Emmanuel Macron non plus, et un certain nombre sont allés qui chez Le Pen, qui chez Zemmour. Chaque Donc fois que c'est tu quand dis même- quiche, ils disent quiche dans le chat. Quiche et Le Pen. Quiche et Zemmour. Mais bon, bref, je trouvais ça intéressant de l'analyser plus au niveau des électeurs et des électrices C'est très des vrai. Hein. Républicains. alors du coup, est-ce que c'est la fin du cordon sanitaire ? Cette fameuse impossibilité chiracienne, pour le coup, dans ces dernières années, de dialoguer, de discuter, de faire des accords électoraux avec l'extrême droite. J'ai l'impression que paradoxalement, on va avoir un revival d'un autre cordon sanitaire. C'est le cordon sanitaire entre La République En Marche et le Rassemblement National, qui lui sera pour le coup maintenu. Mais sous l'incapacité des Républicains à continuer à peser, les électeurs, une partie, 20%, voilà, se seront barrés à l'extrême droite en franchissant le Rubicon, parce qu'ils auront été séduits par le discours néo-gaulliste de Marine Le Pen. Et le reste va plutôt se retrouver chez un Édouard Philippe ou chez La République En Marche et retrouver une forme de cordon sanitaire différent. Quid des élus ? Et c'est pour ça que ça va être intéressant de suivre les élections législatives. Ah, ça. Puisque justement, c'est dans les élections législatives, sur les reculs, les reports de voix, qu'on va voir des gens. Est-ce qu'il va y avoir des élus, les Républicains, qui sont prêts à se retirer du second tour pour favoriser l'élection d'un Rassemblement national ? Macron, il peut pas faire ça. Sans quoi ? Sans les élus, enfin sans certains LR, il n'aura pas de majorité, à mon avis, au Parlement, enfin à l'Assemblée nationale, s'il ne fait pas des accords avec LR. Ouais, mais avant ça, même, c'est vrai que c'est typiquement à ce moment-là qu'on va pouvoir voir des porosités étranges. Parce que pour vous rappeler un petit peu le mode de scrutin, peut-être faire un peu de... Hein oui, Ouais, on est sur ma chaîne, Voilà. je peux y aller. Ouais. Très bien. Alors, on vous rappelle le mode de scrutin pour les législatives. Si au premier tour, votre liste passe les 12%, Ouais, 12,5. 12,5, 5. vous avez le droit de vous maintenir au second. Ce qui fait qu'au second, vous pouvez avoir 2 listes, 3 listes, 4 listes quadrangulaires. Et à ce moment-là, traditionnellement, normalement, par exemple, il serait mal vu qu'un élu, que la liste LR se retire en faveur du RN le mieux placé. Mais ça, c'était avant. C'est l'époque du cordon sanitaire. Qu'est-ce qui ouais. pourrait se passer maintenant? Mais j'ai même plus loin que ça, c'est Front qu'il y a républicain. une époque où les gens Pour battre la RPR gauche. les gens RPR étaient prêts à retirer leur candidature pour favoriser l'élection d'un communiste Mais ils l'ont fait. pour faire face au Rassemblement National. Ouais, C'était ouais, ça ouais. le cordon sanitaire. Ouais. Parce que les communistes et les gaullistes ont été ensemble dans la résistance, face aux collabos que sont aujourd'hui leurs héritiers, c'est le Front National. Et qu'est-ce Donc, qu'ils vont faire avec Zemmour? et qu'est-ce qu'ils vont faire avec Zemmour? C'est aussi ça la question. D'ailleurs, Éric Zemmour, lui, de son côté, il avait prédit l'incapacité de Marine Le Pen à remporter un débat d'entre-deux tours, etc. J'ai l'impression qu'on est en train de débriefer le second tour alors qu'il n'a pas encore eu lieu. C'est très bizarre. Mais est-ce qu'Éric Zemmour, lui aussi, va pas réussir à renforcer sa position? 2 échecs successifs de Marine Le Pen, est-ce que c'est pas, elle aussi, la fin de sa carrière politique nationale et du coup la possibilité pour un Éric Zemmour de retenter sa chance dans 5 ans? Je ne sais pas. Adèle? Moi aussi, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison. Après, pour l'instant, il nous fait pas mal de communication pour montrer qu'il est prêt, qu'ils ont un beau bureau, que c'est super, La etc. barre de 3 mais, jours, tout ça. Il est cool. Il ouais, est ouais. cool, en fait. Il a sa Swazig aussi qui le prend en photo. Enfin, tu vois, bon, il y a une Ouais, communication. Mais oui, je pense qu'il n'a pas envie que ça s'arrête. Puis surtout, je pense que Marion Maréchal, elle n'a pas envie que ça s'arrête. C'est plutôt ça. C'est plutôt, c'est C'est-à-dire- peut-être Marion Maréchal qui va reprendre le flambeau de Marine Le Pen dans un nouveau parti qui Donc engloberait précisément, le peut-être RN et... pas celui de Marine Le Pen, mais qui va lui... Enfin, En fait, jusque-là, elle était soutien de la candidature d'Éric Zemmour. Là, elle est officiellement rentrée dans l'organigramme. vice-présidente exécutive de Du parti. Reconquête. Voilà. Reconquête. Donc, sa reconquête pourrait. Alors, je trouve que c'est vrai que le nom est quand même un peu violent pour le projet que c'est. Parce que le projet de reconquête, il est ambivalent. C'est-à-dire, c'est à la fois
quelque chose qui se veut plus radical que le RN sur les discours identitaires, plus libéral que le RN sur le discours économique, donc c'est censé plaire aux vieux bourgeois, et ça marche, ça marche. Enfin, en tout cas, leur public est là, on le voit. D'ailleurs, Zemmour veut se présenter dans un arrondissement UP de Paris, enfin, il ne s'y trompe pas, il voit bien que c'est chez les bourgeois que ça marche bien, plus de libéralisme. Alors que l'électorat populaire était plutôt chez Marine Le Pen. Voilà, l'électorat populaire d'extrême droite est chez Marine Le Pen, donc il y a cette ambivalence entre une candidature en fait plus radicale, qui ressemble beaucoup plus à un Jean-Marie Le Pen des années 80 avec l'ultralibéralisme y compris dedans, quand Reagan était un modèle pour Le Pen au niveau économique avant que ça ne change dans les années 90. Et en même temps, c'est le parti qui veut renouer un dialogue des droites en misant sur une hypocrisie collective qui supposerait que certes on ne parle pas avec les Le Pen, mais à droite on pourrait admettre qu'Éric Zemmour serait éventuellement un interlocuteur. On a vu des frontières aisément franchies, on a vu Laurent Wauquiez inviter Éric Zemmour et discuter avec, en disant que c'était sans doute l'avenir de la droite, etc., etc. Donc en gros, c'est ce qui est quand même très paradoxal. Il est à la fois plus radical et à la fois plus présentable pour l'alliance éventuelle avec LR. Donc c'est sans doute aussi ça la suite qu'il faudra regarder, quoi. Moi, je pense que c'est des électorats qui sont fondamentalement différents. Et je ne pense pas que Zemmour fera de l'ombre à Marine Le Pen. D'ailleurs, ça n'a pas vraiment été le cas. Elle n'a pas perdu de voix cette année. Non. En fait, par rapport à 2017, elle en a même gagné. Donc non, moi je pense qu'il ouvre une nouvelle voie de facho. Enfin, voilà, des fachos bourgeois, qui étaient moins séduits peut-être par une candidature de Marine Le Pen, mais franchement... Qui jugeaient trop populo, trop vulgaire. Oui, ça fait plouc. Parce que Marine Le Pen est allée... c'est vrai. Est allée capter en fait cet électorat qui se sentait complètement délaissé, notamment par la gauche, qui a une énorme responsabilité à cet égard, et ce que ne fait absolument pas Éric Zemmour, il ne surfe pas du tout là-dessus. C'est quoi l'avenir politique de Valérie Pécresse? Elle va pouvoir regarder les films. Parce que elle va pouvoir regarder des films, elle va regarder Star Wars, l'intégrale. Elle est quand même... Non, mais elle est présidente de région. Déjà, elle est présidente de région, même si sa majorité, ça va être compliqué, pareil pour Anne Hidalgo de son côté à la mairie de Paris, mais Valérie Pécresse, elle n'a pas démérité. C'est-à-dire qu'elle s'est plantée électoralement, mais je vous rappelle quand même qu'elle a remporté le Congrès Les Républicains, où elle a réussi à rassembler une famille politique qui était éclatée 6 mois plus tôt. Oui, on sait comment aussi elle a remporté le Congrès. 6 mois plus tard. Mais whatever. Non, mais peu importe comment elle l'a remporté, le fait est qu'elle a été la candidate légitimée par ce camp politique-là, que certes, ils ont fait une contre-performance au niveau local, au niveau national, pardon, mais qui continuent à exister au niveau local, qui vont essayer de renaître, je ne sais pas comment, dans les années qui viennent. Moi, je me pose la question de son avenir politique personnel à elle. Je suis pas sûr qu'elle soit cramée. À court terme, elle devient ministre. Ouais. Ministre, non, j'y crois pas. Tu peux pas devenir ministre après avoir passé une campagne entière à expliquer. Franchement, tu penses vraiment qu'ils sont comme ça? Ils se disent oh non quand même. Ça dépendra du contexte. Ça dépendra du contexte. Est-ce qu'elle va se faire élire députée? Je ne pense pas qu'elle va larguer sa région Île-de-France. Je suis pas sûr qu'elle se présente à non. Quel aurait intérêt? Elle était déjà pas. Je veux dire, elle avait déjà fait le choix de la région. Président de région, c'est mieux que député. On le dit. En tuto, si vous avez le choix un jour, choisissez président de région. Mais surtout quand ton groupe politique, tu sais pas très bien combien de députés il va faire et quel poids il va avoir. Si c'est pour se retrouver aux anciens combattants, effectivement, avec... moi, je pense qu'elle va faire profil bas. Quel intérêt aurait Emmanuel Macron à prendre Valérie Pécresse, qui a quand même une étiquette de loseuse, sur cette présidentielle, à la prendre dans son gouvernement? Oui, mais si tu regardes tous les ministres du gouvernement, ils sont pas comme... il y a des losers aussi. Il y a des Castex en premier lieu, tu vois, on savait pas qui c'était ce mec. Ouais, mais c'est pas comme ça. Ouais, mais c'est pas parce qu'il le sort de son chapeau qu'il a une étiquette de loser. Il n'a pas une étiquette de loser, Castex. Oui, parce qu'on le connaît pas, peut-être. Mais parce que Castex, c'était un peu comme le Raffarin de 2002, en fait. C'est l'inconnu techno. Tu savais pas d'où il venait. C'est l'inconnu techno qui rassure. C'est l'inconnu, genre en prise avec les territoires. Et en prise avec les territoires, et qui n'a pas vocation à avoir un avenir politique. Non, c'est clair. C'est ça. Ce qui est la chose la plus rassurante. Désolé. Qui fait moins de phrases rigolotes. Désolé, Jean, pour ce... on voit pas une grande carrière politique pour ton avenir. Il le sait très bien. Il le sait très bien, il l'assume. Mais d'ailleurs, c'est très clair entre Emmanuel Macron et lui. Je ne serai jamais mieux dans ma vie que Premier ministre. Je ne vais pas chercher à faire une carrière, à créer un groupe, etc. Je ne suis pas Édouard Philippe. Vous voyez un peu l'idée. Donc non, moi je me pose quand même la question de l'avenir personnel de Valérie Pécresse. Est-ce que dans un second quinquennat d'Emmanuel Macron, la droite républicaine va réussir à refaire naître
quelque chose entre La République En Marche et un Rassemblement National qui, entre-temps, se sera peut-être en partie effondré à cause de la contre-performance de Marine Le Pen. Je sais pas. Moi, je me pose vraiment la question. Tu parlais tout à l'heure de ceux qui allaient voter En Marche, aux législatives, de ceux qui vont voter Horizon, donc Édouard Philippe. Tu les as pas séparés. Enfin, tu les as séparés, pardon, tu les as pas inclus, alors qu'ils font partie de la même maison commune, mais c'est des partis différents. Donc je pense qu'on peut s'attendre, peut-être, effectivement, déjà en fonction des résultats des législatives, mais est-ce que les partis d'Édouard Philippe et puis peut-être celui de Franck Riester, Agir, soit un petit peu plus, je dirais pas indisciplinés, mais plus libres dans la gestion de la majorité à l'Assemblée nationale. Et est-ce que ce serait pas eux le futur cordon sanitaire entre LREM et le RN? Qui ça? Horizon et Agir. Bah si, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, c'est ça. En fait, Horizon et Agir, c'est la recréation d'une UMP au sein de cette grande famille de La République En Marche, qui en fait est assez paradoxalement divisée. Elle n'est unie autour que d'une personne, c'est Emmanuel Macron. Le jour où Emmanuel Macron fait une contre-performance électorale ou il perd ou je sais pas quoi, En Marche n'a pas vocation à continuer. Alors peut-être le parti LREM, oui, mais la majorité, elle est plurielle, elle est rassemblée autour d'un homme, certes, mais elle est plurielle. Donc peut-être qu'on va avoir une explosion en plein de multipartis, comme le centre français nous a habitués pendant des décennies. Il ne faut pas oublier que là, aujourd'hui, on a un grand centre avec Emmanuel Macron qui rassemble tout le monde, très bien, tant mieux pour eux, mais pendant des décennies, ça a été un enfer. Entre le MoDem, l'UDF, les radicaux de droite, de gauche, qui se font des bisous, qui se détestent, etc., ça a été un truc, mais ça, il faudrait écrire des bouquins entiers sur l'histoire de la droite française, tellement c'est un bordel. C'est encore plus fun que la gauche. La grande leçon, parce que moi j'avoue que l'avenir personnel de Valérie Pécresse, je m'en branle un peu. Je pense que ça va aller. Non, mais je pense que ça va aller très bien pour elle, pour la suite. Elle a une belle maison, des beaux enfants. 5 millions de dettes. Je m'en branle. Elle se démerde. Elle a un patrimoine de 9 millions. On s'en fout, on tape dans son patrimoine. 3 millions 3 là. Je sais pas, à droite on dit il faut prendre son risque. Entreprendre, c'est prendre des risques. Voilà, vous pouvez pas gagner à tous les coups, les bourgeois. Des fois, vous perdez. Voilà, bon, c'est la loi. Bourgeois, ça y est. Bah oui, c'est vrai. Bon, non. Par contre, ce qui est intéressant, au-delà de ça, c'est qu'aujourd'hui, et ce qui va sans doute restructurer la grande famille de la droite pour les années à venir, c'est qu'il y a un centre de gravité qui s'est quand même beaucoup déplacé à l'extrême droite. L'extrême droite à 30%, ça ne veut pas seulement dire que le camp des fachos est plus grand, ça veut aussi dire qu'il peut offrir des places à ces perdus de LR, etc. Et à des opportunistes qui viendraient faire leur carrière en politique à droite et qui se disent, vous savez, il y a plein de gens... pour ça, il faudrait qu'ils gagnent des élections, pardon, mais... non, mais ils vont en gagner, t'inquiète pas, ils vont... Si, je pense. Et regarde, des gens comme Devedjian, Madeleine, etc., il y a plein de gens... C'était très... ça se faisait beaucoup dans les années 70-80, surtout 70, t'avais une jeunesse, tu faisais une jeunesse étudiante à l'extrême droite et tu finissais à droite parce que finalement c'était quand même là qu'il y avait des places dans la droite républicaine. Je pense qu'aujourd'hui l'extrême droite a des places à offrir et qu'on va assister à un véritable déplacement d'une partie de la bourgeoisie et des politiciens conservateurs qui vont se dire écoutez, ça se joue ici, il y a des gens qui votent, donc on y va, on va là-dedans. L'espace de LR il est devenu infertile, quoi. Il n'y a plus rien, à part au niveau local jusqu'aux prochaines élections municipales qui sont dans 4 ans. Ce qui est intéressant, c'est la radicalisation de la bourgeoisie qui aujourd'hui se permet des choses, se permet de dire des choses, de faire des choses qu'elle ne se permettait pas il y a 30 ans. Et j'en reviens à ce débat Le Pen-Chirac qui n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, alors ça débat, ça redébat. Mais moi, Jules, j'ai une question du coup pour toi là-dessus. Tu penses que Emmanuel Macron n'aurait pas dû débattre face à Marine Le Pen ni en 2017 ni en 2022 ? Ouais. Démocratiquement, c'est pas problématique pour toi ? Chirac l'avait fait. Non, vraiment. Et l'extrême droite, c'est pas problématique. Chirac, t'aurais pas dit qu'il n'était pas démocrate, Chirac. Chirac sur les applaudissements. 24% de l'électorat quand même, à un moment qui veut peut-être avoir des réponses sur le mandat de Macron. C'est un parti non démocratique. Non mais je vous pose une question, c'est pas... Non, mais c'est... Oui, écoute, c'est un parti qui veut la fin de cette République. Bah oui. C'est un adversaire. LFI aussi, ouais. Je suis contente que ça se soit passé de ce côté-là de la table. Il aurait dû refuser de débattre avec Jean-Luc Mélenchon. Non, mais vous savez qu'au-delà de la boutade... On sait. Vous savez que c'est pas l'idée républicaine qui veut le foutre par terre. Non. Les autres, c'est l'idée républicaine qui veut le foutre par terre. Tout à fait. Ils veulent faire un truc à la Vichy, à l'ancienne. Et démocratique par ailleurs. Où en effet, Oui, et puis pour le coup, c'est aussi l'intérêt de cette campagne d'entre-deux-tours, c'est que Marine Le Pen aura démontré précisément ce qu'elle avait l'intention de faire si elle était élue présidente de la République. Une dissolution avec modification des règles via un référendum article 11 pour créer une prime majoritaire, etc.
etc., pour se garantir une élection, un contournement assumé du Conseil constitutionnel, un retour sur les droits de l'homme, un refus d'appliquer un certain nombre de conventions européennes, notamment sur les droits de l'homme. Elle a cité Orban comme un exemple. Et Orban, c'est exactement ce qu'il fait. La réforme de la justice d'Orban, c'est... Mais moi, je pense que les choses dangereuses comme ça, justement, il faut que les gens puissent les voir, puissent les comprendre, et qu'il y ait des journalistes derrière et tout qui les expliquent. Bah ouais, moi j'essaie d'expliquer, mais c'est compliqué, parce que ça prend du temps d'expliquer le rôle du Conseil constitutionnel, pourquoi c'est pas rien de faire un référendum article 11. Ah, mais je suis d'accord avec toi. C'est pas en mettant un truc sous la couverture qu'on va... Le débat d'hier n'a pas permis ça. Non, je suis d'accord, mais ça, c'est pas... Là, depuis 40 ans, on n'a pas mis l'extrême droite sous la couverture. L'extrême droite, on lui a donné toute la place, alors pour plein de raisons différentes. Des journalistes qui trouvaient le sujet passionnant et qui trouvaient Le Pen fascinant. On a eu des politiques qui avaient besoin de Le Pen pour aussi se racheter une vertu, mais ça, on l'a vu aussi aux États-Unis. Quand Trump arrive, il y a tout un tas de gens qui se rachètent une vertu en disant « Ah, je ne suis pas comme... » Il y avait besoin d'un diable de confort. Et ce diable de confort a aussi été utilisé pour ne pas permettre l'alternance pendant des plombes. Et c'est encore comme ça qu'il est utilisé. À un moment, je pense que l'extrême droite très haute est bien pratique, et ça a bien montré lors de ces élections-là, le vrai but, le vrai barrage qui est organisé par les grands médias, par la bourgeoisie, par les partis de droite, etc. Le vrai barrage, il est contre la gauche. Et on est prêt à utiliser l'extrême droite pour faire un barrage contre la gauche. Et là, vous regardez le résultat de Mélenchon, il a fait son meilleur résultat ever, il a fait un résultat, je le disais la semaine dernière, où normalement il n'y a pas besoin de faire plus pour se qualifier au second tour, sauf s'il y a une extrême droite super forte. Et il y a une extrême droite super forte qui a encore monté depuis la dernière fois. Bon bah super, Macron voulait ça, c'est très bien, il se retrouve face à Le Pen, et nous on se retrouve comme des cons à dire bah non, votez pas pour... allez, votez Macron, mais... Bon, bah, celui qui a commencé c'est la ça, gauche c'est qui perd Mitterrand ça. en réalité. Oui, c'est Mitterrand aussi, oui. La grosse responsabilité, enfin celui qui a fait monter et qui a permis en fait au Front National d'avoir quand même leur rond de serviette dans les émissions du service public à l'époque, c'est quand même Mitterrand qui s'est dit bon bah comme ça, il y a plein de gens qui avaient débunké ce truc-là en disant que c'était surtout la libéralisation des productions audiovisuelles qui ont fait que en fait ça a créé le phénomène d'intérêt pour le personnage Jean-Marie Le Pen, le côté edgy, etc., qui a toujours existé, hein, c'est vrai. Oui, mais il a commencé sur les chaînes du service public. Adèle, un dernier mot. Il y avait juste le problème aussi de la proportionnelle qui avait permis proportionnelle intégrale en 86. Des élus, quoi. Donc, oui, c'est vrai. Bah, oui. Pas parce qu'il se retrouve, parce que je rappelle quand même qu'en 86, Jean-Marie Le Pen se retrouve avec 35 députés à l'Assemblée nationale. Ça devient une force de l'Assemblée nationale, pas la plus grosse. Là, on avait à peu près autant que les communistes, je crois, un truc comme ça, mais quand même. Du coup, ça légitimise. Du coup, ah bah tiens, une nouveauté, un nouveau parti, c'est intéressant, on l'invite, etc. Et Jean-Marie Le Pen était assez bon dans les plateaux télé, il réussissait à hypnotiser et tout. Mais en même temps, Chirac était toujours très clair sur le fait. Enfin, il a même passé des instructions selon lesquelles les députés ne devaient pas parler à leurs camarades députés Front National de l'époque. Enfin, je veux dire, c'était aussi. À la buvette, tu veux dire, même à la buvette. Ouais. Je sais pas pour la buvette, mais un hémicycle sans doute. Quand je parle des journalistes, il y avait une fascination morbide pour. C'est les héritiers des nazis. Je veux dire, à l'époque, c'était clair pour tout le monde. C'était vraiment clair pour tout le monde. Le parti a été fondé par des gens comme ça, proches du régime de Vichy, etc. Le Pen était la figure présentable parce qu'il était trop jeune pour avoir connu l'époque de Vichy. Par contre, derrière lui, il y en avait plein d'autres, des collabos, des vrais. Des miliciens, des Waffen-SS. Voilà. Ouais. Et donc, le parti se crée là-dedans. Il y a une espèce de fascination morbide, comme on a une fascination-répulsion pour l'interdit, pour le sulfureux, pour le mal absolu, l'idée qu'on se faisait du mal absolu, etc. Donc, ça aussi, ça fascine, ça a fasciné des journalistes comme Serge Moiti, quoi. On va enchaîner avec... Ça va toujours le Bellucci ? Ouais, ambiance. Bonsoir le Bellucci, incroyable. On va enchaîner avec la séquence suivante de l'émission. Vous allez pouvoir applaudir très fort. C'est parti pour les cartes blanches, mesdames et messieurs. Alors, les cartes blanches, comme chaque semaine, chers amis, je vous propose de venir nous partager quelque chose, une envie, une lecture, des choses que vous avez dans la tête, des choses que vous avez envie de dire. Et moi aussi, cette semaine, j'ai une carte blanche et quelque chose à vous annoncer. T'es enceinte ? Si tu savais. Qui c'est qui veut commencer ? Moi, j'ai juste un petit truc. Bah vas-y, tu l'envoies, ta carte blanche. Bah moi, c'est juste un petit conseil lecture. Waouh, je suis super bien cadré. La Panic Walk d'Alex Mahoudo. Alex Mahoudo, il bosse dans les sciences sociales, tout ça. Et il a étudié la Panic Walk comme un objet. C'est quoi la Panic Walk ? Et voilà, c'est quoi la Panic Walk ? Bah déjà, il faut définir plusieurs trucs. Et mine de rien, c'est panique qui est le plus intéressant. Parce que walk, tout le monde a un peu sa définition. On voit très bien qui on désigne quand on dit walk. Bon, lui, évidemment, il va faire la généalogie, la genèse de ce terme, d'où ça vient. Il replace bien les choses, d'ailleurs, dans leur contexte. Voilà. On met les choses dans leur contexte. Ce que voulait dire le mot woke à la base et ce qu'il a fini par désigner par la suite. Je pense que tout le monde ici sait que maintenant, wokisme, c'est tout ce qui est à peu près de gauche.
C'est antiracisme, respectable. féminisme, Voilà. effectivement. Et qui est venu remplacer des mots qui existaient déjà avant. Et si tu fais des généalogies, tu t'aperçois aussi que ceux qui pourfendent aujourd'hui le wokisme pourfendaient avant la théorie du genre, ont pris appui sur les réseaux qui avaient été créés par la Manif pour tous pour remettre un coup dans la guerre culturelle. Voilà. Et tout ça, c'est inspiré aussi de stratégies qui viennent des États-Unis, de la guerre culturelle qui s'est déroulée aussi aux États-Unis. Alors, mais bien évidemment, chez nous, ils vont nous dire qu'ils combattent les théories américaines du wokisme. Mais si vous lisez ou si vous écoutez en France les critiques les plus acerbes du wokisme, vous allez vous apercevoir qu'en fait, c'est que des gens qui lisent énormément les Américains et qui parfois, comme Pierre Valentin, là, je sais pas quoi, qui a fait son rapport sur le wokisme en 2 volumes pour la Fondapol, là. En fait, le mec a lu que des trucs d'anti-woke américains. Donc, il nous importe les paniques américaines sur le wokisme. Bref. Et donc, du coup, c'est ça que ça dénise, ce livre, la panique. En fait, qu'est-ce que c'est que cette panique qui, alors lui, Alex Mahoudeau l'a décrit comme prendre un fait, l'exagérer, le tronquer, si possible, le raconter à sa sauce pour toujours avoir le même récit, c'est-à-dire le progressisme dans ses excès menace la civilisation tout entière, pour simplifier. Donc, comment ces trucs-là se construisent et surtout comment ils se répandent. Pourquoi ils se répandent, dans quels espaces, ça sert qui vend des bouquins avec ça et qui conquiert aussi les esprits. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui vont derrière gagner des élections en s'appuyant sur des panic woke et que ça fait partie d'une offensive beaucoup plus globale de la droite. En tout cas, on peut en faire la genèse depuis ce qui s'est passé aux États-Unis, depuis les années, lui part des années 70, je crois. Mais voilà, lisez ça aussi si vous voulez. Vous dépoussiérez un petit peu sur tout ce qui peut être beaucoup d'enfumage dans les médias, notamment sur les... Parce que, en vrai, quand vous écoutez des gens vous raconter des vrais paniques woke comme ils peuvent avoir, genre sur tel campus, on a empêché machin de parler, vous vous rendez compte, c'est la fin de la liberté académique, de la démocratie, de machin, vous écoutez, vous faites waouh, c'est vrai que c'est chaud. Et en fait, quand vous rentrez dans le truc, vous voyez qu'on vous raconte qu'un petit bout. Et c'est ça une panique. La panique, c'est de prendre ce récit-là, dramatique, le répandre un max, parce qu'il y a un public pour ça, il y a des journaux pour ça qui sont prêts à écouter ces trucs-là, et il y a même avant ça des think tanks qui bossent là-dessus pour que ça se diffuse le mieux possible, que ce soit le mieux possible raconté, et voilà. Bon, bref, c'est ça. Aux États-Unis, ce qu'on a appelé la guerre culturelle a fini par constituer un des grands aspects de la bataille de la droite qui occupait peu ce terrain-là avant. C'est pareil en France. Avant la Manif pour tous, je dirais que la bataille culturelle, la droite ne la menait pas. Assez peu. Ou assez peu. D'ailleurs, c'était dans ta vidéo sur Philippe de Villiers que tu avais rappelé ça, justement, le fait que la gauche a gagné la bataille culturelle pendant des années. Et Philippe de Villiers avait essayé de la mener, mais il était clairement tout seul, il n'y avait pas de chambre d'écho, ça marchait pas, quoi. À partir de la Manif pour tous, ils ont commencé à remener la bataille culturelle, et pour ça, ils se sont beaucoup inspirés de ce qu'avaient fait les Américains. Et voilà, maintenant, c'est devenu une part constitutive, une part importante du temps qu'ils consacrent sur les plateaux pour faire peur aux gens avec la gauche, en gros. Donc voilà, donc je vous conseille, ça s'appelle La Panic Woke, c'est chez Textuel, d'Alex Mahoudeau. Anatomie d'une offensive réactionnaire, c'est ça ? Réactionnaire, j'aurais dit ça aussi. 16,90 €, c'est violet, n'hésitez pas. Merci Usul, applaudissements pour Usul pour cette carte blanche. Merci beaucoup. Qui est-ce qui veut nous faire sa carte blanche maintenant ? Qui a envie de prendre la parole ? Sacha, ça te dit ? Allez, vas-y Sacha, c'est à ton tour. Alors moi, j'ai pas de recommandation de livres ou quoi que ce soit à vous faire, mais comme je suis payée, j'ai quand même imaginé un truc. Excusez-moi. Vas-y. Ouais. Et vous savez que moi j'aime le foot, donc on avait 12 candidats à la présidentielle, donc j'ai fait une équipe de foot avec les 12 candidats à la présidentielle. Vas-y. Je pense que le visuel va s'afficher, j'espère. Voilà. Yeah. Let's go. Voilà. Merci beaucoup à Simon qui a géré ce 11 type, on va dire. Donc il y a 11 joueurs sur un terrain de foot et j'ai mis un remplaçant, Fabien Roussel. Vous verrez pourquoi. Vous verrez pourquoi. Vas-y. Vous verrez pourquoi. Jean Lassalle en gardien de but, parce qu'il faut un gardien de but. Jean Lassalle souffre malheureusement d'un certain déficit de crédibilité et a parfois failli abandonner en cours de match. Il est beaucoup plus assidu sur les après-matchs au PMU que pendant les matchs. Et j'ai parfois dû un peu lui mettre des coups de pression parce que je l'ai un peu chopé à regarder un peu les ramasseuses de balles. Donc voilà. Tellement.
En duo défensif, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo. Alors c'est clairement pas une défense qui est faite pour gagner la Ligue des Champions, hein, on se l'entend. Les défenseurs centraux, vous savez, c'est les garants de la solidité d'une équipe, et autant dire qu'elles ont toutes les deux fait couler leur équipe respective en encaissant à peu près 5 millions de buts. Mais même leurs propres supporters ne peuvent plus les saquer. Voilà. Philippe Poutou à gauche, toujours à tenter des débordements sur la gauche du terrain. Et le problème de Philippe Poutou, c'est qu'il aimerait tellement qu'on change de système qu'il passe son temps à mettre des buts contre son camp et à traiter ses coéquipiers de fachos. Je vous avoue que c'est parfois un peu compliqué de gérer toutes ces personnalités. En même temps, tu le fais jouer avec Zemmour, quoi. Alors, Legit. Éric Zemmour, on passe à droite. Parle bien dans le micro, Adèle. Excusez-moi. Sacha, pardon. On passe à Éric Zemmour, latéral droit. Nous sommes deux personnes différentes, ne vous inquiétez pas. Il faut que ça rentre, c'est une première pour moi. Alors j'ai plusieurs problèmes avec Éric Zemmour. Déjà, Éric Zemmour ne supporte pas que les adversaires rentrent sur son terrain et il refuse de jouer les matchs à l'extérieur. Ce qui est un peu problématique. Le problème aussi avec Éric Zemmour, c'est qu'il se fait prendre de vitesse dès que ça devient un peu technique. Et la dernière fois, ses coéquipiers ont été obligés de le forcer à sortir du terrain puisqu'il a eu très peur du remplacement. Voilà. Joli, joli. On passe à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, milieu récupérateur, parce qu'il aime bien choper les ballons perdus par l'aile gauche et aussi par l'aile droite. Le problème avec Emmanuel Macron, c'est qu'il se croit souvent au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire qu'il pense qu'il a juste à traverser le terrain en marchant pour aller marquer. Pardon. Tu l'as mis intérieur droit. Hein, Ah bah oui, droit. Oui, droit, pardon, excusez-moi. Droit, ouais. Non, c'est pas un intérieur, c'est un milieu de terrain. C'est un milieu, pardon. Milieu de terrain, s'il vous plaît. J'y connais rien, vas-y. S'il vous plaît. Grosse tendance à emmerder les attaquants adverses. Rien n'est fixé, mais comme je suis la coach, je pense que je vais être obligée de l'utiliser pour les 5 années à venir, faute de mieux à ce poste. Voilà, je suis désolée, mais c'est comme ça. On passe à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, pareil, numéro 6, milieu de terrain plutôt défensif. Très efficace à la relance, beaucoup moins dans la finition. Jean-Luc Mélenchon, c'est le garant du jeu politique, c'est le garant des duels acharnés, c'est le garant des gestes techniques complètement fous, sauf qu'il a encore laissé filer 423 000 ballons. Et à la fin du match, gros problème aussi avec ses coéquipiers, hein, il a lancé, je cite, « L'équipe, c'est moi ». C'est le joueur le plus vieux de l'effectif et on ne sait toujours pas quand il va prendre sa retraite, mais tant qu'il est là, on va en profiter. Nicolas Dupont-Aignan, qui est à droite, il me semble, j'espère. J'espère. Toujours là, il essaie de gratter des ballons, hein, surtout à la droite du terrain, et jamais sans grand succès. Et le problème avec NDA, c'est que dès qu'on lui file le ballon, il nous rappelle pourquoi on lui fait jamais la passe. On a tenté de lui filer, de lui vendre le brassard de capitaine un jour. C'était en 2017, si je dis pas de bêtises. Le problème, c'est que ça n'a jamais été concrétisé, heureusement d'ailleurs. De l'autre côté, on a Nathalie Arthaud. Nathalie Arthaud, fidèle au poste. Le problème, c'est que ses coéquipiers n'en ont rien à faire d'elle et qu'elle est très rarement invitée aux soirées. Voilà. C'est un peu ça. Et nos attaquants, on a Marine Le Pen. Marine Le Pen, renard des surfaces. Toujours là, essayer de se faire oublier, à siffloter en mode non, je suis pas dangereuse. Pour à chaque fois nous la mettre à l'envers et tenter un vieux but de raccro. Marine Le Pen, alors pour les connaisseurs, Marine Le Pen serait parfaite au Paris Saint-Germain. À chaque fois on dit qu'elle arrive mieux préparée et à chaque fois elle coule. Dès que l'adversaire attaque, elle panique. Donc voilà. Bientôt fini, c'est bientôt fini. Et enfin Yannick Jadot qui croit qu'il peut marquer car il enchaîne souvent quelques belles actions à l'entraînement. Alors ça suffit pas en match officiel parce qu'il la joue souvent perso. Et c'est un peu pénible parce qu'il lave ses vêtements la nuit et j'ai eu affaire à ses voisins et c'est un peu emmerdant. Mais il le repasse lui-même. Voilà, heureusement. Et enfin en remplaçant Fabien Roussel. Alors Fabien Roussel parce qu'il est là tous les 3 matchs un peu comme le PCF, mais 10 sur 10 pour la tenue de la buvette et le barbecue d'après-match. Merci beaucoup Sacha. Merci Sacha, bravo pour ce 11 de France, félicitations, merci beaucoup pour cette carte blanche. On continue avec toi Léa, ça te va? Oui, bien sûr. Vas-y, ta carte blanche Si Léa, vous c'est à voulez. ton tour. Alors tu nous as mis quand même une grosse pression, je tiens à préciser. Que dalle, j'ai hier. rien dit. Si, hier tu étais là, ouais, on est en public, donc allez-y sur les cartes blanches. Ok. Du coup, voilà, moi je me suis dit qu'aujourd'hui, pour cette chronique, je voulais vous parler d'un truc qui nous arrive à toutes et à tous sans exception. Et non, il ne s'agit pas de la nécessité de voter Macron ce dimanche pour éviter de se retrouver avec l'extrême droite à la tête de l'État. Non, je voulais vous parler d'un truc un tout petit peu plus cheer up, comme disent les Américains, la mort.
Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien parce qu'avant-hier, j'ai perdu un de mes cousins d'un cancer du pancréas. Et c'était pas n'importe quel cousin. C'était pas le cousin que t'es obligé d'inviter à tes teufs d'anniv, mais que tu veux pas inviter parce qu'il est turbo chelou. Ni le cousin qui, parce qu'il est plus vieux que toi, essaie de t'apprendre la vie à chaque repas de famille, ou encore celui qui rappelle, de manière plutôt gênante, que tu bouffais encore tes crottes de nez quand t'avais 9 ans. Non, je voulais vous parler du meilleur cousin du monde. Le cousin qui t'embarque à la fin d'un dîner de famille coller des affiches Ralph Lauren sur les affiches de campagne de Jean-Marie Le Pen en 2002. Celui qui t'emmène à des soirées cheloues au fin fond de la Seine-Saint-Denis où t'as des mecs qui jouent à la gratte encore mieux que Django Reinhardt. Celui qui lit l'anticapitaliste aux chiottes. Celui qui me gravait des CD de Bowie après les avoir téléchargés sur Emule ou Napster. Celui qui cuisinait chaque année un poulet coco, comme il l'appelait, pour les repas de Noël. Et enfin, celui qui ne loupait pas un seul backseat et qui y allait de ses petits commentaires sur le groupe WhatsApp de la famille dès le lendemain. Donc, au-delà d'avoir perdu un viewer de backseat, c'est mon cousin préféré que j'ai perdu avant-hier. Et bien entendu, après une journée éprouvante, vous imaginez bien que toute seule dans mon lit, le soir même, m'est revenue la question existentielle qui obsède l'humanité tout entière depuis des millénaires, à savoir, est-ce qu'Emmanuel Macron est de gauche ou de droite ? Ah non, pardon, ça c'était la première partie, je me suis plantée. Non, la vraie question, c'est qu'y a-t-il après la mort ? Et moi, je me suis dit, il y a R, rien pour les plus vieux. Mais dans le doute, je suis quand même allée faire un petit tour sur Google. Et là, je dois vous dire que lorsque tu tapes qu'y a-t-il dans la barre de recherche Google, tu tombes sur les 2 premières suggestions qui sont qu'y a-t-il après la mort ? Très bien, c'est ce que je voulais. Et juste derrière, c'est qu'y a-t-il dans le vaccin Covid ? Et pas du tout qu'y a-t-il après le grand remplacement ? Non, ce qui prouve encore une fois que contrairement à ce que certaines et certains affirment, ce n'est pas du tout une préoccupation pour les Françaises et Français. Donc merci d'aller soigner vos névroses en silence. Et donc, quand on tape « Qu'y a-t-il après la mort ?», voici les réponses qu'on trouve. En premier résultat, on tombe sur un extrait d'une page Wikipédia qui dit « Après la mort, nous devenons successivement les habitants de la Lune, de Mercure, de Vénus, du Soleil, de Mars, de Jupiter et de Saturne, puis firmament stellaire, pour ensuite nous contracter et nous réincarner. » J'étais pas tout à fait satisfaite de la réponse, j'ai donc scrollé et cliqué sur l'une des nombreuses recherches associées et j'ai choisi « Retrouve-t-on ses proches après la mort ?» Parmi de nombreuses suggestions quelque peu étranges du style « Nos morts nous voient-ils ? Peut-on vivre après la mort ? » ou encore « Réincarnation dans combien de temps ? Après la mort ?» Bref, j'ai cliqué sur « Retrouve-t-on ses proches après la mort ?» parce que c'est ce qui m'intéressait. Et voici le premier résultat sur lequel je suis tombée. Un article d'un site dont l'aperçu laissait clairement entrevoir que la réponse était oui. On peut retrouver ses proches après la mort. J'ai évidemment cliqué, je suis tombée sur l'article en question et j'ai surfé sur le site. J'ai constaté qu'il y avait des avis Google en lien avec des fameuses prestations. J'ai trouvé la page prestations et j'ai découvert que je pouvais suivre une formation pour devenir passeuse d'âme pour 200 €. Bon, j'ai donc cliqué et là, bam, le montant de la prestation avait déjà subi une poussée inflationniste de ouf et était passé à 1000 balles d'un coup. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est clairement plus important que le choc pétrolier de 1973. Ce à quoi, à côté, c'était vraiment de la rigolade. Et comme j'avais quand même envie de savoir ce qui se cachait derrière cette fameuse formation, je les ai appelés. Oh. Oui, allô ? Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. En fait, je voulais vous avoir au téléphone pour comprendre un peu les prestations, notamment la prestation accompagnement du passeur d'âme. D'accord. C'est quoi précisément en fait ? Alors, passeur d'âme, c'est quand on est souvent amené à aider des personnes à faire des passages de cap. Je sais pas si ça vous arrive, genre dès qu'il y a une copine à vous qui se fait larguer, c'est vers vous qu'elle vient pour passer cette rupture et que vous allez l'aider. Vous voyez, ça va être des caps de vie comme ça. Ah d'accord. Parce que moi, ce serait plus pour en faire une activité professionnelle en fait. D'accord. Éventuellement. Donc, et c'est quoi que vous voudriez faire exactement ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus essayer de retrouver ses proches après la mort. D'accord, donc le contact des femmes. Ouais, mais ça, vous faites des formations pour ça ou pas ? Alors, ça passe par la formation passeur d'âme, parce que de toute façon, si je vous apprends à faire du contact des femmes, je vous apprendrai forcément à faire du passage d'âme, parce que si vous contactez une âme, autant que vous la fassiez passer. En fait, tout le monde peut faire passer une âme. C'est juste que le passeur d'âme, ça va se présenter plus régulièrement dans sa vie. Ah oui, d'accord. Mais vous avez un diplôme d'État, du coup ? Ah, pas du tout. Ah. Je suis vraiment autodidacte. Ah, d'accord. En fait, je pense pas que dans la spiritualité, il y ait de diplôme d'État. Ça, je sais pas trop. Mais du coup, la formation que vous offrez, ça donne pas un diplôme, quoi. Je peux vous imprimer un papier. Hein, genre, je peux pas me servir de mon compte personnel de formation, par exemple, mon CPF. Non, voilà, non. Et du coup, vous êtes médium aussi. Oui. Et donc, vous savez qui va passer entre Macron ou Le Pen dimanche ? Non, ça, c'est de la voyance. C'est de la prédiction.
Ok, bon, bah, désolée, je voulais savoir, parce que je suis un peu stressée. Oui, là, en l'occurrence, c'est l'un ou l'autre, effectivement. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée, en tout cas, et merci de vos informations. Au revoir, madame. À bientôt. Merci, au revoir. On n'en sait pas beaucoup plus. Bravo Léa pour cette très belle carte blanche et pour ce très bel hommage. Bravo. On continue avec toi Adèle pour ta carte blanche. Oui, on est sur un sujet un petit peu plus léger, mais je veux bien les coordonner. Voilà. Je pense qu'une nouvelle vocation s'ouvre à moi. Alors maintenant, autre ambiance. On sait désormais que quoi qu'il arrive dimanche, le gouvernement Castex démissionne. Donc on va tous perdre nos ministres chouchous auxquels on s'est un petit peu attachés, mais aussi tous les ministres qu'on connaît toujours pas. Parce que si Véran, Darmanin et Attal ont un peu saturé l'espace médiatique, il y a tous ceux qui, dans l'ombre, ont bossé. Ou peut-être qu'ils n'ont rien foutu. On n'en sait rien parce qu'on ne les connaît pas, en fait. Donc cette carte blanche s'adresse à toi, ministre, qui n'a pas été invité au matinal radio et qui n'a jamais connu le plaisir de refuser d'être interviewé par Anne-Sophie Lapix, puisqu'on ne te l'a pas proposé, puisqu'on ne savait pas qui tu étais. En fait, voilà, toujours pareil. Donc il te reste 3 jours, ministre inconnu, pour sortir de l'anonymat. Écoute-moi bien. Laisse tomber l'idée de pondre une loi géniale en 24 heures chrono. De toute façon, Manu, il laisse pas les ministres mettre leur nom sur les lois. Lui, il a eu sa petite loi Macron en 2015, mais maintenant, quand tu bosses pour Manu, c'est en marque blanche. Genre, il y a une priorité pour l'intérêt général, je sais pas. Ensuite, tu remballes ton manuscrit de fiction érotique. Il n'y a plus de quota livre chez les éditeurs. Merci Marlène. Et maintenant, la seule solution pour combler ton déficit de popularité FISA, c'est la poursuite en justice. Ça marche à tous les coups. Tu fais une connerie, tu te fais prendre, et bim, là, t'as un bandeau BFM. Voilà. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? On fait un peu le quiz avant le quiz. Nathalie et Limace, ça vous dit quelque chose ? Handicap. Voilà. C'est pas l'handicap Non, peut-être ça c'est Cluzel. Et Limace, elle s'occupe de... En plus, ils vont changer bientôt là. Elle s'occupe. Nathalie et Limace, ils sont deux. Pour harcèlement. Et voilà, moi aussi j'ai découvert l'existence de cette secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire. Ah, c'est ça. Quand elle a été virée, quand elle a été virée du gouvernement pour harcèlement et maltraitance de ses collaborateurs. Parce que Nataloche, elle avait pris son job au pied de la lettre. C'était l'éducation qui était prioritaire, mais pas le bien-être de ses équipes et le respect de la loi. Voilà. Et même, le problème dans le domaine de la justice, c'est que c'est pas ouf comme technique pour se distinguer, parce que c'est pas facile de trouver un chef d'inculpation original pas exploré par d'autres ministres avant toi. Il reste plus grand-chose. Je veux dire, ou à part genre la nécrophilie en bonne organisée, et là tu vas trop loin. Donc concrètement, cher ministre inconnu, dont la flamme ne brûlera pas sous l'arc de triomphe, je suis ton seul espoir de faire parler de toi d'ici dimanche. Voilà. Désolée. Donc du coup, à toi, Geneviève Dariussec, dont le prénom était pourtant un indice pour nous aider à deviner que tu t'occupais des anciens combattants. Des anciens combattants. Oui. Ils sont vieux. Oui, c'est vrai. A priori. Du coup, Geneviève, c'était un gros hit en 1947 comme prénom. À toi, Bérangère Rabat, qui aurait pu surfer sur le succès disco de tes cousins suédois pour faire connaître ta mission de ministre. Biodiversité. La biodiversité, bien joué Léa. Elle me suit sur Facebook, c'est pour ça que je l'ai découverte. Elle m'a envoyé un friend request. Tu la tutoies du coup ? C'est super qu'elle fasse ça, mais qu'elle fasse parler aussi de son travail, parce que la biodiversité, c'est pas un sujet dont on a besoin apparemment en ce moment. Et alors aussi à vous, Brigitte Klinkert, Brigitte Klinkert et Laurent Pietraszewski, ministre qu'il est donc bon de connaître uniquement si vous faites partie de ces gens insupportables qui autorisent les noms propres au Scrabble. Voilà, donc Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des... Retraite. Ouais, bien sûr. Vous saviez qu'il y en avait En fait, au début, il était chargé de la réforme des retraites, mais comme ils l'ont arrêté, il s'est devenu chargé des retraites. Il n'était pas au CESE aussi à un moment donné ? Pietraszewski, si c'est possible ? Non, attends. Peut-être avant, mais en tout cas, depuis qu'il est ministre chargé des retraites, il a quand même pas beaucoup parlé des retraites, énormément. Tu vois, quand même. C'est vrai. C'est un sujet qu'il a quand même assez peu abordé dernièrement, et à sa décharge, c'est normal, c'était pas un sujet d'actualité apparemment. Ou alors, il est très malin. Et il voulait être sûr de ne pas porter la paternité de la réforme. Tu vois, il fait « Non, allez-y, monsieur le président, moi je ne veux pas mettre mon nom sur la loi, intérêt général, tout ça. » Bref, j'ai pas le temps de faire une liste exhaustive des ministres qui ne vont pas nous manquer du coup, puisqu'on ne savait pas qu'ils existaient. Mais je veux passer un message d'espoir et dire que rien n'est perdu, que la vie est longue et que toi aussi, ministre inconnu, tu pourras, si tu le souhaites, revenir sur le devant de la scène peut-être d'ici une vingtaine d'années. Parce que si Jennifer Lopez et Ben Affleck sont de nouveau fiancés, si Britney Spears est de nouveau enceinte et si les talibans sont de nouveau au pouvoir, il y a peut-être des raisons d'espérer que toi aussi, tu pourras être de nouveau ministre. Voilà. Merci. Bravo pour cette super carte blanche. À mon tour, les amis, je voulais profiter
de cette émission spéciale au Bellucci's en public avec plus de 500 personnes dans la salle. Ça va toujours ? Incroyable. Je voulais profiter de cette émission pour vous annoncer quelque chose que je meurs d'envie de vous annoncer depuis très longtemps. C'est que grâce à vous, depuis qu'on a lancé Backseat, grâce à vos dons, on a enfin réussi à financer la première saison de Backseat. Ça y est, c'est fait. J'en suis extrêmement fier. Merci à vous, bravo à vous, merci pour vos dons, merci pour votre soutien depuis le début. Vous le saviez, je vous l'avais dit, Backseat c'est un projet absolument immense, c'est le plus grand projet de ma chaîne depuis 7 ans maintenant. Plusieurs centaines de milliers d'euros ont été investis pour rendre possible cette émission et c'est grâce à vous qu'on a réussi à le faire, c'est grâce à vos dons pendant le financement participatif en juillet dernier, c'est grâce à vos dons pendant toute l'année sur le Utip. Vous pouvez continuer d'ailleurs à donner, l'argent ne sera pas perdu. Et, non, ça ira pour mon Vuitton. Ça ira pour la saison 2, on en reparlera. Et voilà, c'est aussi grâce à nos partenaires, au Before de Backseat, qu'on a réussi à faire en finançant cette émission. Du coup, je tenais à remercier particulièrement Google.org, Open Food Fact, Génération France, One, le Forum Vie Mobile et Médecins du Monde, donc qui sont les organisations qui nous ont fait confiance pour les Before de Backseat au cours de cette saison. Et je voulais aussi remercier nommément toutes les personnes qui travaillent sur Backseat et grâce à qui c'est possible chaque semaine, et en particulier ce soir, mais chaque semaine. Merci beaucoup à l'ensemble du staff de Alta Production, merci à Arthur qui s'occupe de la direction technique, merci à Alex Kish qui est le réalisateur, merci à Baidi, l'ingé son, merci à Maëva, la réal, merci à Az qui a été live producteur, merci à Lucas qui est live producteur, merci à Eleonore qui était live producteur, merci à Ponf, mon coproducteur, merci beaucoup à Tenny qui s'occupe du montage, merci à Oscar, directeur créatif, merci à Axel qui est graphiste, merci à Lasquin qui est graphiste, merci à Naïs, directrice de production, merci beaucoup à Fanny qui s'occupe du fundraising. On fera ça à la fin si vous voulez, on le fera ça à la fin. Merci beaucoup. Attends, c'est pas fini, hein. Il y a un paquet de personnes qui bossent sur Backseat. Job, là. Merci à Pemph, le monteur qui s'occupe aussi des best-of de l'émission. Merci beaucoup Pemph. Merci à Zach, le directeur commercial qui fait rentrer les ronds. Merci Ilyes, le développeur qui a développé le quiz à la con. Merci beaucoup à Simon qui s'occupe de l'édito et de la programmation de l'émission. Merci beaucoup Simon. Bravo Simon. Merci beaucoup à Thibaut, le directeur administratif et financier qui fait les contrats, les factures et les tableurs Excel. Merci beaucoup à Sarah, l'office manager qui s'occupe du public. Merci beaucoup à Almo, le chef de projet. Merci beaucoup aux modérateurs et aux modératrices de ma chaîne qui maintiennent l'ordre dans le nom de la République. Et merci surtout aux personnes qui rendent possible cette émission et qui la font vivre, les chroniqueurs et les chroniqueuses. Merci Léa, merci Usul, merci Sacha, merci Adèle, merci aussi à Gaspard, merci beaucoup à Malek, merci beaucoup à Jules, merci à tous. Voilà, ça a été une super saison, ce n'est pas fini, nous allons continuer cette saison, l'actualité politique ne s'arrête pas, on va aller jusqu'aux législatives et après, il va se passer beaucoup de choses et je vous en reparlerai, mais j'espère pouvoir lancer une saison 2. Merci à toi le chat, évidemment, merci à vous, merci à toutes et à tous et je vous fais des gros bisous, je vous remercie. Allez, salut. Non, pas salut du tout. Allez. On peut peut-être dire merci à Jean. Oui, Ouais. merci à Jean. C'était mon moment exclu. Merci à vous. Non, c'est vrai que j'aurais pu dire aussi, c'est vrai, merci aux invités de première partie qui ont accepté de se prêter à un jeu très difficile, celui de parler de sa relation à la politique en direct sur Twitch, c'est pas simple. Merci aussi aux invités politiques qui ont accepté de venir dans une émission sur Twitch, un peu chelou, c'est quoi votre truc, etc. Donc bravo Simon d'avoir réussi à les convaincre, parce que ça n'a pas toujours été facile. Faut continuer à donner du pognon. Ouais, continuer à ils l'ont dit dans l'oreillette, continuer à donner du pognon parce que il faut, enfin voilà, on boucle l'année, mais on espère améliorer les choses pour la saison 2. Chers amis, on va passer à la séquence suivante de l'émission. Vous l'attendez, c'est l'heure de notre invité de la